Ok, merci Dorian. C'est donc moi qui vais commencer. Alors on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais merci à Dorian, merci à Jean-Nicolas, merci à Philippe de nous accueillir, de nous offrir cette possibilité de pouvoir partager ces discussions, ces présentations orales d'une très grande richesse, mais je ne vais pas anticiper sur le bilan qui sera fait. Malheureusement, nous serons partis, comme vient de le rappeler Dorian. Merci aussi d'excuser Lisa Walter, qui est une étudiante de deuxième année de master agrégation recherche, qui a voulu cette année travailler sur une actrice. Et la slide suivante, vous verrez qu'il y a quand même déjà des travaux. Donc, dans quelle mesure nous, Lise et moi, pouvons, en tant que co-directeur de son mémoire de master, pouvons l'orienter pour apporter un plus dans la connaissance. Et ce sera tout l'enjeu de notre présentation cet après-midi, c'est-à-dire qu'on va se placer dans la continuité des travaux déjà établis. Comme vous pouvez le remarquer sur cette première diapositive, période très restreinte, 42-61, ça veut dire qu'on va interroger la jeune Marie-Thérèse Ekem, celle qui arrive chez Pasco en 42 à l'âge de 29 ans. Comment, dans cet univers masculin, va-t-elle pouvoir défendre une conception de l'éducation physique féminine? C'est un des enjeux que nous souhaitons relever à travers cette communication. Et comment allons-nous travailler? Alors, il y aura une frise très rapidement, c'est pas ça la question. On veut croiser à la fois les discours, donc le célèbre bouquin La femme et le sport de Marie-Thérèse Ekem, écrit en 1944. Est-ce que c'est le fruit d'une réflexion qu'elle a entamée depuis 1940 lorsqu'elle a intégré le commissariat général à l'EGS, ou est-ce que c'est un effet conjoncturel? Est-ce qu'elle est la seule auteure de cet ouvrage? Donc on va discuter des discours, cet ouvrage en particulier, mais d'autres, Jeune fille au soleil en 1945. On va donc à la fois interroger la conceptrice de l'éducation physique, mais aussi l'écrivaine. Alors on laissera de côté, en matière de corpus, on laissera tout ce qui est poème, scénario de pièces de théâtre, etc., parce qu'on a fait un choix pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qu'elle veut promouvoir comme type d'éducation physique et sportive féminine. Et on va croiser ces choix avec les dispositifs concrets, les événements, qu'est-ce qu'elle met en place, qu'est-ce qu'elle cherche à promouvoir. Alors bien évidemment, la fête de la sportive, la fête nationale de la sportive en 42 est un point de départ, mais vous allez voir qu'il y a d'autres expériences qui vont être initiées par Marie-Thérèse Ekem, qui auront pignon sur rue et qui permettront dans l'espace public de révéler les choix en matière épistémologique, quel savoir corporel, etc., etc. J'y reviendrai. Alors là, vous avez une rapide biblio. Bien évidemment, il s'agit de s'appuyer sur cette bibliographie pour essayer de compléter les approches qui soit retracent déjà, salut les bisontins, merci, qui retracent déjà l'itinéraire, le parcours social, l'approche biographique réalisée par Floris Castan-Vincente. Il ne s'agit pas de la refaire, cette analyse. On va bien entendu s'appuyer dessus et voir dans quelle mesure le contexte, le parcours social permet peut-être d'expliquer les choix qui sont entrepris par Marie-Thérèse Ekem à cette époque. Et donc on va croiser avec les analyses de Laurence Munoz, sous Vichy notamment, ou de Fatia Terfous, mais aussi on va interroger, bien évidemment, on va essayer de s'inscrire en continuité, en rupture, et c'est là où c'est intéressant de vous livrer notre réflexion, parce que Karine est présente, je crois, je ne sais pas, je ne la vois plus, mais avec le récent article qui vient d'être publié dans la revue STAPS. Alors, non, ce n'est pas une frise, c'est quelques dates clés, vous la voyez, donc elle est issue d'une classe sociale modeste, un père boulanger qui va ensuite, sa famille, les Ekem vont décider de déménager à Paris en 1925, ça veut donc dire que Marie-Thérèse Ekem découvre l'univers parisien à 12 ans. Et puis, sa maman est institutrice et ils vont, donc c'est une classe catégorie sociale modeste. Et vous les voyez, les différentes étapes clés. Le premier élément, et on s'inscrit dans la continuité de ce qu'a présenté Willy Hucheté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les réseaux. C'est quelqu'un qui s'engage très rapidement, très tôt, dans le mouvement sportif catholique, le rayon sportif féminin. Et ça va avoir son incidence au moins jusqu'en 1956, lorsqu'elle sera limogée de cette institution. Nous y reviendrons. Il s'agit donc de travailler sur cette question durant ces 20 années, les années 40 et les années 50, en quoi Marie-Thérèse Ekem participe d'une émancipation sous contrôle des pratiques corporelles féminines. Alors nous n'avons pas employé
volontairement la notion d'éducation physique ou de sport féminin parce que c'est un ensemble. Vous allez voir que c'est un ensemble qui se compose sur le plan épistémologique à la fois d'une éducation physique de base qu'elle va effectivement promouvoir sous Vichy, mais aussi de contreforts éducatifs qui peuvent être le sport, les sports féminins, mais aussi la danse rythmique. On a travaillé sur des sources qui nous semblaient avoir été peu mobilisées. J'ai bien dit qui nous semblait. Alors bien entendu, la revue EGS, dans laquelle elle écrit très peu. Elle écrit 2 articles dans la revue EGS, dont cet article intéressant dans le numéro 1 en 1942. Et puis elle écrit 4 articles dans le bulletin trimestriel du CGES entre août et décembre 1943. On va aussi travailler sur la presse officielle sous Vichy, tous les sports. Et puis on va travailler sur la presse de la Fédération sportive et catholique de France, dans lequel le RSF joue un rôle important, c'est-à-dire la presse catholique, j'ai nommé les jeunes. Alors, de quoi s'agit-il finalement? Ah, c'est vrai que tu me l'as animé. Pardon. Alors, on va donc distinguer peut-être une éducation physique de base, un massif central. Quel est le massif central de l'activité corporelle des jeunes filles sous Vichy? Mais aussi, vous l'avez bien compris, dans les années 50 jusqu'au début des années 60. Pourquoi nous nous arrêtons en 1961? Parce que statutairement, en 1961, Marie-Thérèse Ekem devient inspectrice principale. Donc on a plutôt travaillé sur cette période transitoire de 42 à 61, comment elle construit son parcours à la fois institutionnelle en tant qu'actrice du sport féminin, responsable des sports féminins au CGES, etc. Mais aussi sa trajectoire intellectuelle. Sur qui s'appuie-t-elle pour légitimer la présence de certains sports ou au contraire en interdire? Je passerai la parole du reste à Lise de ce point de vue-là. Donc on va essayer de montrer que durant ces 20 années, Marie-Thérèse Ekem a défendu au départ une vision traditionnelle et catholique de la femme, le singulier, pour ensuite promouvoir, au fur et à mesure des années 50, la diversité des profils féminins en ce qui concerne les corps et notamment l'éducation des corps féminins. Et il s'agira de démontrer, notamment de s'appuyer sur la thèse du féminisme essentialiste, qui est tout simplement, on l'appelle aussi le féminisme différentialiste, qui s'oppose d'une certaine manière au féminisme radical de Simone de Beauvoir, qui consiste à dire que l'égalité entre les sexes, les hommes et les femmes, l'égalité peut se faire en reconnaissant les différences. Donc il s'agit, à un moment donné, on verra qu'elle va développer tout un discours sur la non-mixité en particulier. Comment va-t-elle le faire? Elle va s'appuyer notamment à travers des réseaux. Alors, il y aura des réseaux connus, les réseaux hébertistes, des réseaux qu'on a déjà vus, les réseaux de la gymnastique volontaire, les réseaux sportifs, bien évidemment, le réseau catholique. Il s'agira d'essayer de montrer que finalement, elle joue sur différents horizons pour défendre une conception originale, sinon singulière, de l'éducation physique et sportive féminine. Et il s'agira notamment de savoir quel savoir corporel, qu'est-ce qu'on apprend, mais aussi quelles sont les valeurs que l'on cherche à inculquer chez les jeunes françaises entre 1942 et 1961. En premier lieu, ça sera donc l'objet de la première partie, il s'agit effectivement de défendre une féminité traditionnelle. Donc là, elle écrit à plusieurs reprises, notamment dans La femme et le sport en 1944, les citations que vous pouvez voir, c'est-à-dire les joies du stade, ça rappelle aussi quelque part l'ouvrage de Touris. Et elle explique que finalement, les jeunes femmes ont tout autant droit que les jeunes hommes à la pratique sportive, mais sous certaines conditions. Et donc, on voit que, par exemple, l'activité physique présente un côté éducatif certain et améliore les santé. De quelle santé s'agit-il? Peut-être elle annonce, d'une certaine manière, une santé qui n'est pas seulement une santé biologique. Il y a peut-être, au-delà du capital biologique, il y a peut-être d'autres éléments structurants de la santé de la jeune femme. Sous Vichy et bien évidemment à la Libération. Mais néanmoins, elle s'inscrit dans un courant très marqué qui a déjà été étudié. Si on s'appuie sur les travaux de Pierre Bourdieu, la domination masculine, effectivement, les femmes sont assignées à des normes corporelles, je cite Pierre Bourdieu, gynécologique et hygiénique, qui permet
j'arrive pas à me relire, la stabilité d'un ordre social établi, celui de la domination masculine. Bien évidemment, cette jeune femme au sein de cet univers masculin va avoir du mal aussi à faire entendre sa voix, et notamment la spécificité du corps féminin. On est là dans un contexte tout à fait singulier, hein, que nous rappelle Francine Muel-Dreyfus, qui est donc Vichy, je vous rappelle son ouvrage Vichy, l'éternel féminin, où on nous dit que le gouvernement de Vichy, et plus particulièrement le CGES entre 1942 et 1944, a mené une véritable politique de contrôle du corps féminin, si je cite donc les travaux de Francine Muel-Dreyfus, page 318. En d'autres termes, sur cette citation de cet extrait de La femme et le sport de 1944, on peut voir aussi que c'est la confirmation de la difficile gestation des JO de 1941. Je vous rappelle qu'il y en a eu 11 versions et que cet ouvrage aussi confirme les choix qui sont faits dans les JO de 1941 et notamment les choix idéologiques, notamment se promouvoir de la pensée de Bergson, vivre consiste à agir. Donc l'idéal féminin est effectivement, vous le voyez, étudié par Robert Paxton, Vichy aime bien les femmes, enceintes de préférence, en chaussons dans leur cuisine. Quelle est l'opinion d'une jeune femme de 29 ans face à ce constat de l'historien? Eh bien, si on analyse concrètement les mises en œuvre, les propositions, les manières d'agir, les façons de faire, on s'aperçoit que Marie-Thérèse Ekem, très tôt, déjà sous le contrôle de Borotra, prend fait et cause pour la méthode naturelle et le modèle de la débrouillarde. Elle prend fait et cause parce que, bien évidemment, c'est à replacer. Les travaux de Jean-Louis Guesclin l'ont bien montré, mais pas seulement, que la méthode naturelle est le massif central de l'éducation générale et sportive. Et derrière, on retrouve dans cette citation de tous les sports de 1941, je cite, la sportive française travaille pour acquérir la santé, l'adresse, la résistance, la force et la grâce. Il n'y a rien de nouveau. Sauf qu'à un moment donné, elle confirme que la méthode naturelle est vraiment au cœur du projet d'éducation nationale, de la révolution nationale, voulue et conçue par le maréchal Pétain. Elle le dira à plusieurs reprises, notamment dans le bulletin trimestriel du CGEGS, où elle incite les institutions sportive à promouvoir le sport féminin. Alors, sur cette citation, je ne sais pas si vous avez le temps de le lire, mais effectivement, on voit explicitement qu'elle fait référence aux différentes familles hébertistes. D'accord, qu'il s'agisse des familles des locomotions principales, des locomotions secondaires, groupées, quadrupédie, natation, qu'il s'agisse des activités industrieuses, etc., etc. Eh bien, le lien qui est fait, c'est que Marie-Thérèse Ekem va tisser son réseau et va s'appuyer notamment sur la Fédération française d'éducation physique qui se met en place en 1942. Je vous renvoie aux travaux de Thierry Terré à ce sujet, où il montre que, à travers notamment l'engagement de Denise Meyer, l'épouse de René Meyer, qui était un homme politique sous la 4e République, eh bien, elle va chercher des appuis pour promouvoir au sein du réseau hébertiste sa conception de l'éducation physique, qui est ni plus ni moins, en ce qui concerne les femmes, le modèle de la débrouillarde, mais on pourrait même aller jusqu'à poser la question du modèle de la palestrienne. Ce modèle qui a été initié au collège d'athlètes de Reims en 1913 et qui ensuite a trouvé audience dans les palestras, la palestra de Deauville ou la palestra de la Londe des Morts, donc à la Belle Époque. Et bien sûr, entre les deux guerres. Elle fait aussi la promotion, et c'est la fin de la citation, de la débrouillardise et de l'altruisme, c'est-à-dire finalement, au-delà de promouvoir la théorie construite de l'exercice, la méthode naturelle, les 10 familles, les 5 locomotions, etc., elle cherche à promouvoir la philosophie, l'idéologie de la méthode naturelle, c'est-à-dire l'hébertisme. Et Georges Hébert lui tend la main en 1944 en expliquant, en faisant le distinguo. Donc je pense qu'au niveau de l'agrégation, mais aussi au niveau du CAPEPS, il faut être en mesure de distinguer l'hébertisme de la méthode naturelle. L'hébertisme, nous explique Georges Hébert dans les champs débat de 1944, c'est très clair, hein, je le cite, spirituellement et pratiquement, la méthode naturelle est intégrée à une synthèse de vie hygiénique, à une morale élevée, à une vie naturiste. C'est pas... il est où ?
Sylvain qui va nous contredire, où interviennent de plus en plus l'exercice utilitaire, la pratique des bains d'air, de soleil, je n'arrive pas à me relire, l'alimentation à dominante végétarienne. C'est peut-être le vegan avant l'heure, je n'en sais rien. Mais ce massif central que représente la méthode naturelle, les savoirs corporels hébertistes sont associés à un contrefort éducatif et plus particulièrement donc l'éducation rythmique. Qu'est-ce que c'est que l'éducation rythmique? Alors, bien évidemment, Marie-Thérèse Ekem n'est pas à l'origine de l'éducation rythmique. Elle s'appuie sur des pionniers que sont Jacques Dalcroze, que sont Irène Popard, que sont Georges Desmeny. Il s'agit effectivement, et notamment après la puberté, que l'éducation physique féminine soit complètement distincte de l'éducation physique masculine. En d'autres termes, Marie-Thérèse Ekem promeut une non-mixité. Les garçons et filles ont accès à une culture corporelle, mais ils ne pratiquent pas ensemble. D'accord ? Alors, elle va le développer à moult reprises, et bien évidemment, elle va notamment l'expliquer longuement dans l'article semble-t-il fondamental de la rue VGS numéro 1 de 1942, où elle explique que finalement, la nécessité de l'éducation physique féminine, qu'elle s'écarte de l'éducation physique masculine, parce que tout simplement, il faut prendre en compte les différences. Mais c'est la thèse même du féminisme essentialiste ou différentialiste, et donc les différences, elle les cite, les différences morphologiques, les différences physiologiques, les différences psychologiques entre les deux sexes. En d'autres termes, elle est un peu en désaccord avec Champetier de Ribes, qui en 1944 écrit l'ABC d'éducation physique féminine. Mais à y regarder de plus près, Marie-Thérèse Ekem n'est peut-être pas celle qui a conçu cette éducation physique de base composée de la méthode naturelle et d'une éducation rythmique, parce que, comme vous le voyez sur cette diapositive, sur la photo de droite, dans la revue EGS, on ne voit jamais Marie-Thérèse Ekem. Il n'y a pas une photo. Par contre, à l'occasion d'une conférence en Sorbonne tenue le 20 mars 1943, on découvre peut-être le père fondateur et qui a donné naissance ensuite au livre La femme et le sport à travers une conférence qu'il donne donc en Sorbonne le 20 mars 1943. J'ai cité Luc Dourtin. Luc Dourtin se présente comme étant un médecin, un écrivain, qui promeut la vulnérabilité féminine versus la vulnérabilité masculine. L'homme, la femme n'est pas l'égale de l'homme, et donc à partir de là, il faut adapter l'éducation physique que l'on cherche à enseigner au sexe faible. Il va même jusqu'à parler de race dans ses propos, dans cette conférence. Avant de passer le relais à Lise qui va interroger les sports féminins, permettez-nous d'aller un peu plus sur les années 50 pour montrer qu'il y a continuité et non rupture. Là, Floris Castan-Vicente explique bien en quoi finalement Marie-Thérèse Ekem échappe à l'épuration. Elle n'est pas tondue comme de nombreuses femmes qui ont collaboré sous Vichy. Et bien, tout simplement parce que au sein de la DGEPS, au sein donc de l'administration française, elle va s'appuyer sur différents réseaux. Le premier réseau en haut à gauche dont on a déjà parlé, c'est le réseau de la gymnastique éducative, qui existe depuis la fin du XIXe siècle à travers l'engagement de la Ligue française d'éducation physique, alias la Ligue girondine d'éducation physique en décembre 1888. Donc c'est un réseau dans lequel elle trouve des Raoul Fournier, elle trouve des Pierre Serin, elle trouve des Jacqueline Roger, personnes dont on a déjà parlé depuis hier. Ça, c'est le premier réseau. Le deuxième réseau qui va véritablement éclater, qui constitue un temps fort de l'affirmation de cette jeune femme en 1953, qui a désormais donc 40 ans, si je compte bien. Elle s'affirme comme étant une locomotive pour promouvoir une éducation physique raisonnée, sinon raisonnable, à travers le Congrès international d'éducation physique féminine qu'elle organise à Paris du 22 au 26 juillet 1953. Et là, elle va faire la promotion. Vous voyez, rien que le titre ne comporte pas le terme de sport. On va s'interroger aux différents types de gymnastique qui sont enseignables, si vous me permettez cette expression. Vous avez vu, je l'ai placé. Au niveau de la jeunesse française. Une gym éducative, une gymnastique sportive, une gymnastique volontaire en haut à droite, avec le modèle scandinave.
ça a déjà été évoqué hier par Pierre-Alban Lebec à travers l'action de Pierre Serin. Et puis une gymnastique harmonique où là, on voit apparaître une nouvelle personne. En réalité, non, c'est une fausse modernité. Irène Popard est déjà très présente sous Vichy, mais il se trouve que Marie-Thérèse Ekem va être de plus en plus proche avec la conception de cette gymnastique harmonique, au point de lui consacrer, Elisa, si elle n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est en train de travailler sur le livre que Marie-Thérèse Ekem écrit sur Irène Popard en 1959, pour justement voir quelle valeur on peut promouvoir à travers ces différentes gymnastiques, et plus particulièrement cette gymnastique harmonique. On vous les a mis entre guillemets, grâce, souplesse, élégance. Et j'insiste, des corps féminins. Ce n'est plus le singulier, c'est plus du corps féminin, c'est des corps féminins. Donc il y aurait une diversité. Et dans la revue Les Jeunes, en 1960, Marie-Thérèse Ekem, alors qu'elle vient de consacrer un livre à Irène Popard, rend hommage à cette personne en parlant d'elle, notamment de son tempérament, dont on constate la vitalité, l'originalité, la source profonde. Donc manifestement, là, il y a une origine intéressante sur le plan épistémologique et marquante dans la trajectoire intellectuelle de Marie-Thérèse Ekem. Merci Jean. Et donc après cette diversité, on va la retrouver au niveau du sport. Donc à part le côté éducation physique, il va y avoir une ouverture permise par Marie-Thérèse Ekem sur les différents sports. Cette ouverture, elle est modérée. On la retrouve dans ces discours-là dont vous avez un extrait toujours de 1944. Ce sont des discours qu'elle véhicule aussi lors du premier congrès international de paix féminine à Copenhague en 1949, où elle développe sa vision du sport, sa vision de la femme et sa vision de la relation femme et sport, où on a un engagement qui est clairement modéré. Vous voyez la différence entre les deux parties de la citation. D'une part, ce qui est tolérable, c'est de pratiquer du sport tout en restant charmante, modeste, timide. Et puis, d'autre part, il ne faut pas que le sport devienne occasion de bagarres et de compétitions tapageuses. Ces différents éléments qu'on retrouve donc dans les discours, après, on va les voir au niveau de la pratique. Alors, la fête nationale de la sportive du 5 juillet 42, on en a déjà parlé, qui se déroule au Parc des Princes. L'objectif, c'est clairement de mettre en exergue le mouvement sportif féminin. Donc on parle clairement de sport, mais également de réunir les sportives de France. Donc il y a aussi cette notion de lien social qu'on verra également par la suite. La question qu'on se pose à travers ce nouveau moyen, ce nouvel outil, c'est de savoir quel est l'idéal féminin, quelles sont les identités sexuées développées par cette actrice, puisque finalement, même si on a cette ouverture au sport, on reste sur une conception relativement traditionnelle des représentations féminines, ou au moins pour cette fête de la sportive, de la représentation féminine. Elle perçoit les femmes comme de véritables combattantes du renouveau, mais on a ces caractéristiques qui sont traditionnelles. Donc à la fois des retours traditionnels sur la conception de la femme, mais des élans modernistes à travers un support qui jusque-là était encore peu valorisé, c'est-à-dire le sport, et notamment le sport collectif. Alors quels sont les différents sports qui sont proposés et mis en évidence par Marie-Thérèse Ekem? On a dans un premier temps tous les sports dits individuels, donc d'une part l'athlétisme, la natation et les agrès. Attention, les agrès, c'est bien spécifié, ils doivent être utilisés avec prudence, donc on retrouve encore cette notion de modernité. Aussi, donc, le spectre des pratiques, s'il s'ouvre, il va rester relativement étroit au niveau des pratiques individuelles. Au niveau des sports collectifs, on retrouve le basketball, le handball à 7 principalement, le volleyball et le hockey qui peuvent être pratiqués par des femmes. Et l'ensemble finalement de ces activités sont associées à des valeurs qui coïncident avec les représentations de la femme véhiculées par Marie-Thérèse Ekem. Donc on retrouve les notions de grâce, d'esthétique, de santé. Et puis, par rapport au sport collectif, on a aussi tout le mythe du sport collectif socialisateur qu'on va retrouver pour justement créer ce lien social qu'il faut d'ailleurs notamment développer, ou qu'elle développe en tout cas dans les sections basketball, dans les sections RSF, où elle cherche justement à avoir un lien à créer ce lien entre
entre les différentes personnes. Donc là, on a des notions de respect du chef, d'amour du club, de sens de la collectivité, d'oubli de soi au bénéfice du groupe. Donc on retrouve totalement ces valeurs dans ce qu'elle propose. Elle propose d'ailleurs ce développement du sport, on le retrouve dans ses différents ouvrages et notamment dans Jeune fille au soleil, et parfois c'est même fait de façon un petit peu ironique par rapport à la situation de la société à l'heure actuelle. Je fais référence à la rencontre qui se passe entre Jocelyne et Jean dans le roman Jeune fille au soleil. Il y a un accident de vélo et puis finalement Jocelyne pose la question à Jean et lui dit et moi vous ne me demandez pas si je fais du sport, vous avez raison, ça ne vous regarde pas. Et il esquisse une moue et il répond les Françaises ne sont pas sportives. Donc ça c'est ce qu'elle écrit en 1945 pour détourner de façon ironique le développement du sport dans la société. Y compris au niveau de la revue Les Jeunes, en 1950, dans la numéro 15, elle met en évidence toute l'utilité de ces sports, et notamment des sports collectifs, dans les patronages, en disant que le sport doit constituer non l'activité qu'on ne peut éviter, mais le rôle attractif autour desquels graviteront les activités religieuses, intellectuelles et artistiques. Donc on voit que finalement le sport prend de plus en plus de place dans ses propos. Et en dehors de ces sports-là, par contre, on reste modéré, puisqu'il y a des sports, ceux qui sont indiqués en orange, donc tennis, escrime, sport d'hiver et puis aviron, qui peuvent être pratiqués, mais qui nécessitent clairement un règlement particulier pour pouvoir être pratiqués. En revanche, ceux qui sont dans les cases en rouge, donc tout en bas de l'écran, sont complètement bannis, rigoureusement interdits. Et ces sports, finalement, sont rigoureusement interdits, principalement en raison de cette peur de la masculinisation qui intervient dans ces discours, dans ces propos. On retrouve des dangers du sport qui sont associés... le sport est associé à certains dangers, notamment en cas de mauvais dosage, en cas de surentraînement. Marie-Thérèse Ekem spécifie que les hommes et les femmes... 2 ? On va aller vite. Ok. Marie-Thérèse Ekem, elle spécifie finalement que les garçons et les filles peuvent pratiquer certains sports de même nature, mais par contre que l'intensité doit être clairement différente entre les deux. Donc finalement, on a ce modèle de la garçonne qui est un petit peu mis à mal. L'objectif, ce n'est pas de faire un sport à la manière des hommes dans ce qu'elle propose. C'est pour ça qu'on a cette question de la non-mixité. Pour elle, les entraînements mixtes sont la première cause du surentraînement et de la masculinisation des corps, chose qu'elle ne veut certainement pas mettre en évidence. Par conséquent, en fait, dans ses discours, elle garde toujours cette supériorité masculine, et c'est là pour la raison pour laquelle on parle d'un féministe essentialiste, c'est qu'on est sur des discours qui valorisent quand même la supériorité. Donc vous avez la description de Jean là dans le roman Jeune fille au soleil, où on a un visage puissant, une mâchoire puissante, toute force, toute jeunesse, et puis même les filles apparaissent seulement plus faibles que les garçons sur le stade. Ça fait écho également à un passage dans La femme et le sport de 1944, je la cite. « Les femmes manquent en général de sens stratégique en jouant. Leur cerveau répugne à calculer et à prévoir. En possession du ballon, elles hésitent avant de s'en défaire. C'est pourquoi leur jeu est presque toujours moins scientifique que celui des hommes. » Donc on a clairement cette supériorité masculine qui est mise en évidence dans son discours. Au niveau de son discours, et Jean l'a mentionné déjà, c'est qu'on passe du singulier quand même, le sport et la femme, au pluriel avec les jeunes filles au soleil. Jeune fille au soleil, c'est un roman qui met en évidence comment le sport rend épanouies et heureuses les jeunes filles. Donc cette notion de pluriel, on la retrouve parce qu'on a différentes caractéristiques sur les protagonistes. On a 7 jeunes femmes dans l'histoire qui présentent différentes caractéristiques qu'on a regroupées autour de 3 analyseurs. Le premier, il est plutôt sur des niveaux de pratique qui sont différents. On a Jocelyne qui, elle, va être excellente nageuse, tandis que Lisbeth, elle est une sportive médiocre. On voit également que les pratiques sont différentes. Il y en a une qui fait de la natation, l'autre qui fait du golf, du 800 mètres, etc. Deuxième analyseur, il est lié plutôt aux intérêts qui sont liés à la pratique sportive. Certaines vont être tout de suite sur la notion plutôt de performance. Je fais écho à Catherine qui dit « je fais du sport pour vaincre ».
D'autres vont être plutôt relatives à l'héritage hébertiste finalement, voire au côté naturiste. Vous avez Sylviane qui nous dit « Je fais du sport pour offrir le plus de nudité possible au soleil ». Et puis certaines vont déjà être sur des relations, des valeurs communes. J'en fais pour les rires et les émotions communes. Dernier élément, avant de passer à la conclusion, c'est les caractéristiques physiques qui sont singulières. On arrive avec des conceptions qui sont traditionnelles, où on retrouve encore la beauté, la grâce, etc. Pour autant, il y a certaines jeunes filles qui sont qualifiées déjà avec les notions de puissance, de musculature, même si c'est un corps musclé insuffisamment. Pour la première, mais donc on retrouve finalement ces deux éléments-là. Je vais conclure rapidement, parce que sinon je vais me faire gronder. Donc nous, on a essayé de retracer cette période qui est relativement restreinte, entre 42 et 61, qui est une période clairement charnière, qui est une période de transition dans le parcours finalement d'une jeune femme, dans le parcours de l'éducation physique féminine également. C'est un moment où elle se dégage clairement du joug masculin, du joug vichiste, et finalement, à travers la trajectoire de cette actrice, on retrouve la trajectoire de l'EP et inversement, c'est-à-dire qu'à travers la trajectoire de l'EP féminine, c'est le parcours clairement d'une jeune femme qui est en train de s'émanciper. 3 points majeurs à retenir, c'est bien, on est passé du singulier au pluriel, donc avec une certaine diversité, une mise en œuvre qui est non mixte avec cette peur de la masculinisation, le risque de surentraînement, et puis une ouverture des différents réseaux, en partant plutôt du réseau catholique vers différents réseaux affinitaires. Et donc, elle construit son modèle autour d'un éclectisme avec l'éducation physique et les sports, et la rythmique qui renvoie finalement aux 2 grands aspects qu'on a pu développer entre modernité et traditionnalisme.